Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir. Je m'appelle Martin Monin. J'ai travaillé à la mise en place des formations pour apprendre à transmettre la méditation que l'école de méditation Réseau a mise en place. Et donc, j'ai travaillé sur ça avec Fabrice. Et je suis très heureux puisqu'il a accepté donc, ce soir qu'on puisse faire ensemble ce webinaire où il va nous expliquer ben voilà, qu'est-ce que c'est que déjà notre approche de la méditation, comment la transmettre et encore beaucoup d'autres choses que vous allez voir. On va vous expliquer tout ça en détail. Voilà, je suis très heureux qu'on puisse commencer. Fabrice, je te laisse la parole. Merci Martin, et je suis vraiment très heureux que vous soyez aussi nombreux à vouloir découvrir comment on peut transmettre la méditation, parce que notre monde a bien besoin qu'on emmène un peu de paix. Alors, ce que j'ai pensé faire ce soir, c'est d'abord de dire ce que la méditation et ce qu'elle n'est pas, et aussi, disons, quel est le type de méditation que je transmets et que nous proposons comme formation. Donc voilà. Puis nous parlerons de qu'est-ce que ça veut dire que transmettre la pratique de la méditation, quelle est la singularité de ce type de travail de transmettre la pratique de la méditation. Là, on verra quel public est intéressé en général, quel retour nous avons depuis un grand nombre d'années que nous offrons chaque année cette formation et quelle est la fonction de cette formation. Puis après, Martin présentera le cursus, qu'est-ce que on vous propose, qu'est-ce que vous allez apprendre. Je dirais quelques mots pour qui, à mon avis, est la formation. Et puis après, je répondrai à vos questions. Et donc, on a Rodrigue qui comme je ne peux pas tout faire en même temps, vous parler et lire les questions, Rodrigue va sélectionner quelques questions qui vont parler sur le sens de la formation et le sens de la méditation qui pourrait intéresser tout le monde. Il répondra directement dans le chat pour les questions un peu techniques. Voilà, je viens juste de lire un message, c'est très sympathique. Quelqu'un dit qu'il m'aime beaucoup, donc c'est bien, je suis très content. Voilà, le programme, euh, voilà. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce que la méditation? Alors, j'imagine que vous savez tous déjà très bien ce qu'est la méditation, mais bon, je veux rappeler pour qu'on ait une base commune de notre discussion. Alors, je dirais. euh, La méditation, peut-être on va commencer, c'est un peu peut-être étrange, mais je voudrais commencer peut-être par quelques idées reçues qu'on a encore sur la pratique de la méditation. Le premier point, c'est qu'elle serait réservée à quelques personnes. Alors ça, moi j'ai encore des fois des gens qui disent «Ah bah la méditation, moi c'est pas pour moi parce que je suis trop hyperactif» ou «La méditation c'est pas pour moi parce que je suis pas calme». Mais en fait la méditation c'est pas du tout pour un certain type de personnes, ça s'adresse absolument à tout le monde. Et donc, la première idée reçue, c'est que la méditation ne demande pas d'avoir une attitude méditative, et je dirais même ceux qui ne sont pas du tout méditatifs naturellement, c'est peut-être pour eux que la méditation est appropriée. Et je crois vraiment qu'elle s'adresse à tout le monde. Mais euh, il y a ici, là, des trucs un peu bizarres qui circulent, que la méditation pourrait être dangereuse. Vous avez peut-être vu des trucs pareils. Enfin, méditer, d'un certain point de vue, ça peut avoir un peu, après, on peut avoir plus de précision, mais c'est quand même juste transmettre un état d'attention et de présence. Et moi, je dis toujours, ma grand-mère qui regardait le feu de cheminée le soir, c'était pas à proprement parler de la méditation, mais quand même, c'était déjà quelque chose de méditatif que nous avons un peu perdu et que voilà, c'est pas extraordinaire et qu'il y a un truc sur la méditation, c'est assez banal. Et qu'on est en train de faire, on est en train de rendre la méditation un truc compliqué. Mais à mon avis, si c'est compliqué, c'est que c'est pas trop de la méditation. Donc, premier point. Deuxième grande erreur, il s'agirait de faire le vide dans sa tête. Voilà. Tout le monde explique en long et en large que ce n'est pas ça, mais il y a toujours l'idée que quand même j'ai trop de pensées, donc je médite pas bien, et que méditer, ce serait mieux si j'avais pas de pensée. Troisième erreur, pas du tout, la méditation, c'est pas faire le vide.
Ça permet de dire à chaque fois ce que c'est. Donc la méditation, c'est pas réservé à quelques-uns, c'est une attitude tout à fait simple qu'on peut avoir avec soi-même. Deuxièmement, c'est pas faire le vide, c'est entrer en rapport à ce que l'on vit, moment après moment. Troisième idée, c'est un travail d'introspection. C'est l'idée que méditer, c'est rentrer en soi-même. Et donc, ça peut avoir l'idée que c'est un repli, c'est une fuite du monde, c'est se mettre à l'écart d'une vie normale, non, pas du tout. Méditer, c'est être ouvert. Méditer, c'est vraiment développer un état d'être basé sur des qualités d'attention et d'ouverture. Quatrième point, on confond très souvent la méditation et la relaxation. Voilà. Euh, donc là, c'est vraiment, c'est important de distinguer. Par exemple, si je suis tendu, la relaxation, ça va peut-être me faire respirer pour ne plus être tendu. La méditation ne consiste plus pas à ne pas être tendu, mais à regarder le fait que je sois tendu, de voir la réaction que ça entraîne, le fait que je ne voudrais pas être tendu, etc., etc. Donc c'est très important. Méditer, c'est pas se relaxer, c'est entrer en rapport à ce que l'on vit. Vous allez voir, c'est extrêmement important de faire cette distinction. Euh, Maintenant, voilà les points, euh, les points centraux de qu'est-ce que c'est méditer. Je dirais le premier point de qu'est-ce que c'est méditer, c'est on se fout la paix. Je l'ai souvent dit, j'ai écrit un livre là-dessus, mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est comment ça m'est venu, foutez-vous la paix, qui est évidemment plus large que la méditation. C'est que j'étais avec une amie qui me dit, je comprends rien à la méditation. Mais c'est quoi ce truc de la méditation? C'est quoi ce truc de se calmer? Mais au fond, qu'est-ce que tu fais? Et puis, euh, je me souviens, je suis comme ça, je me dis, mais c'est quoi au fond méditer? Comment je peux expliquer à quelqu'un qui a jamais fait et qui est réfractaire? Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ah ben c'est simple, c'est juste, je me fous la paix. Chaque fois que je médite, je me fous la paix. Donc j'arrête de me torturer, j'arrête de vouloir être parfait, j'arrête de vouloir tout comprendre, je me fous la paix. Et je crois que c'est une très bonne définition de la pratique de la méditation. Le deuxième point, la deuxième définition de la méditation, disons de l'approche qui est celle que je transmets, il y a beaucoup d'autres approches de la pratique de la méditation. Je ne vais pas ici rentrer dans faire une présentation générale de toutes les approches. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais disons, la singularité, disons, de l'approche qui est la mienne, c'est un, c'est on se fout la paix. Deux, on rencontre son expérience. Ça, c'est à mon avis crucial, parce que trop de gens ont un engagement de la pratique et quand même, il faudrait être comme ceci, il faudrait se calmer, il faudrait être plus zen, il faudrait être plus ceci. Et donc, il y a une sorte d'évitement expérientiel et d'évitement émotionnel. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un des points forts, je crois, enfin, un des points de la singularité de ce que j'apprends. Le premier, c'est foutez-vous la paix. Donc, c'est pas une technique qu'on va apprendre, c'est plutôt un apprentissage pour s'autoriser à être comme on est. Et le deuxième point, je trouve assez central de l'approche que j'essaye de transmettre et de la singularité de la formation qu'on propose, c'est vraiment qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment je peux m'aider à être en rapport à ce que je vis? Tellement de gens ne savent pas ce qu'ils sentent, ne savent pas ce qu'ils aiment, ne savent pas ce qui fait sens pour eux, ne savent pas ce qui leur arrive, sentent un truc, sont coupés un peu d'eux-mêmes et sont même, sans s'en rendre compte, ou peut-être même consciemment, dans une forme d'évitement expérientiel. Mon expérience ne me plaît pas, je ne veux pas la rencontrer. Et on sait aujourd'hui, et je pense qu'il doit y avoir pas mal de thérapeutes parmi vous, et vous savez ça encore mieux que moi, on sait aujourd'hui que plus je veux éviter de sentir une émotion, plus elle me revient et elle devient douloureuse. C'est ce que, par exemple, Ruth Harris
dans son livre Le piège du bonheur, appelle justement ce piège du bonheur. Je veux essayer d'aller bien, donc je ne veux pas rencontrer mes difficultés, rencontrer ce que je sens, et c'est un piège. Et donc, la pratique, en tout cas comme je la présente, c'est peut-être un peu une différence avec la plupart des approches, elle est vraiment centrée sur comment éviter l'évitement émotionnel. Ne pas utiliser la pratique pour essayer de se sentir bien, quitte à se couper de ce que l'on vit. Mais que c'est plutôt une manière d'apprendre à rencontrer ce qu'on vit. Troisième point un peu central de la transmission que je fais, qui est aussi, encore une fois, il y a d'autres approches qui ne mettent pas forcément l'accent sur les mêmes points, c'est la dimension sécure. Je crois que la méditation est d'abord une expérience où on touche un sens, où on est sécure. Euh, je dois à Boris Cyrulnik, dans une discussion qui m'a fait remarquer qu'il faudrait faire bien la distinction entre sécure et sécurité. La sécurité, c'est on a vérifié, là je suis en sécurité parce que tout est contrôlé, tandis que la dimension sécure, et c'est pour ça que il emploie ce mot que j'ai repris, qui n'existe pas encore en français. Sécure, c'est pas du tout la sécurité contrôlante, c'est juste que je me sens ici, là, pas en danger. Je sens, voilà, là, ça va. Qui n'est pas la même chose que le bien-être. Vous voyez. C'est pas, je me sens, aujourd'hui, on parle beaucoup du bien-être, ah ouais, bon, c'est cool. C'est pas tout à fait, c'est beaucoup plus profond de se sentir sécure. Et là aussi, c'est un des liens profonds avec beaucoup de thérapies qui m'intéressent au plus haut point, que dans beaucoup de souffrances, nous ne retrouvons plus la dimension sécure, nous sommes dans une insécurité profonde, insécurité émotionnelle, insécurité relationnelle, et pour moi, la méditation, c'est un apprentissage de la dimension sécure. Quatrième définition de la méditation, c'est se libérer des déterminismes qui nous figent dans une identité. Je crois que ça, c'est très important. On pourrait dire autrement, c'est retrouver le pouvoir sur sa propre vie. Beaucoup de gens croient que leur vie se résume à une forme d'identité. Moi, quand j'enseigne dans mes cours en ligne, je rencontre un très grand nombre de gens qui partent de j'ai vécu une enfance difficile, donc aujourd'hui je ne peux pas être heureux. Mon père m'a pas aimé, donc je ne peux pas aimer. Tout un ensemble de mécanismes comme ça, et je crois que la méditation nous montre que notre existence est beaucoup plus vaste que ces mécanismes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état de lien, que le fait que j'ai pas eu ceci ou cela entraîne pas une manière particulière que j'ai de vivre, mais je découvre dans la pratique de la méditation quelque chose de plus ample. Je découvre que je ne suis pas enfermé dans une détermination, que je me suis moi-même imposé ou que les autres me posent dessus. Donc c'est vraiment une expérience de très grand soulagement et très ouverte. Et dernier, à mon avis, dernière, voilà, pour moi, manière de décrire ce qu'est la pratique de la méditation dans la singularité de ce que je propose, c'est qu'elle met à mal un bug cérébral. Nous avons un bug. Voilà, il y a un bug dans notre cerveau. Notre cerveau croit il a une pensée et il y croit. Voilà. C'est très étrange. Il y a des pensées qui sont vraies, mais il y a plein de pensées qui n'ont aucun rapport au réel, et nous croyons nos pensées. D'un seul coup, ah, il y a peut-être quelqu'un qui va sonner à la porte, c'est peut-être inquiétant, et je commence à y croire, et à me raconter une histoire, et à me faire tout un film, puis je me rends compte qu'il n'y a personne qui est là. Et des fois, on panique, mais il n'y a absolument aucune raison. Des fois, on se met en colère, il n'y a aucune raison. Notre esprit croit de bonne foi nous protéger ou nous aider, et il ne nous aide pas du tout, et il nous enferme. Et la méditation, nous permettant de regarder notre propre esprit, nous permet quelque chose de complètement extraordinaire, de sortir de cet emprisonnement. Donc je synthétise, la méditation, quatre idées reçues, n'est pas réservée à quelques-uns, c'est très naturel. Elle ne consiste pas à faire le vide, mais à rencontrer son expérience. Elle n'est pas une introspection, mais une ouverture pleine et entière à tout ce qui est. Elle n'a rien à voir avec la relaxation, sans s'y opposer, mais elle ne vise pas du tout à la même chose, et cette distinction est très importante. Et qu'est-ce que la méditation? C'est on se fout la paix, comme je l'ai expliqué, on rencontre sa propre expérience et donc on surmonte l'évitement émotionnel et expérientiel qui est une cause de grande souffrance. On revient à une dimension sécure qui a une profonde vertu de guérison. On se libère du piège
disons, des déterminismes identitaires dans lesquels on est coincé par les autres ou par notre propre, malencontreusement par nous-mêmes. Et puis on met à mal ce bug cérébral qui nous joue des tours en permanence en comprenant davantage notre esprit. Donc, euh, voilà, disons, ce qu'est la méditation. La transmettre, c'est une expérience extraordinaire. C'est extraordinaire de transmettre la pratique de la méditation parce que c'est pas quelque chose qu'on transmet comme une information. Voilà. Je peux vous transmettre, je peux vous expliquer un truc, comment marche une machine, comment marche Zoom, comment. Mais la méditation, c'est pas ça. Et c'est très étrange. C'est ce que j'avais écrit un peu dans ma newsletter, peut-être c'est ça que vous avez vu pour vous inscrire. La, la, euh, la méditation, c'est transmettre une confiance qu'on a dans ce que j'ai décrit. C'est ça. Je me fous la paix, je rencontre mon expérience, je reviens à la dimension sécure, je mets à mal, je vois que je ne suis pas figé par n'importe quelle étiquette, je comprends mon esprit, et ça, je le transmets parce que je le vis. Et c'est ça qui fait la puissance très forte de la méditation. C'est ça, malheureusement, qui n'est pas très bien fait dans la transmission qui a lieu un peu partout. Ça fait que, voilà, j'en ai souvent parlé, ça fait qu'il y a des gens qui me tapent un peu sur les doigts, qui m'en veulent un peu, mais je ne peux pas faire autrement que de dire ça. C'est-à-dire, quelqu'un peut comprendre tous les mots, mais s'il connaît que les mots, ça va pas suffire. Et pour transmettre la méditation, il faut transmettre quelque chose qu'on a vécu, qu'on transmet à l'autre personne. Les mots ici sont que le vecteur, ce qu'on raconte quand on transmet la pratique de la méditation. Les mots aident, mais en réalité, on transmet autre chose que les mots. À la fois une présence, un sens d'espace, un sens de silence, un sens de confiance. Et les gens sont régénérés par la pratique de la méditation parce qu'ils sentent ça, parce qu'ils sentent un autre espace. En général, les gens qui reçoivent la pratique de la méditation au début ne comprennent rien à ce qui leur arrive, mais sentent un nombre de choses très profonds. Parce que c'est déconcertant. On nous a jamais appris à nous foutre la paix. Depuis qu'on est enfant, on nous dit contrôle tout. Parce qu'on nous a jamais appris à rencontrer notre expérience. Au contraire, il ne faut pas avoir des émotions négatives, donc il ne faut pas les rencontrer. Ça va faire peur. On ne nous a pas du tout appris à rencontrer la dimension sécure. On nous renforce dans la dimension insécure constamment. Je t'aimerais si tu fais ça, tu dois faire ça. Et alors? Donc on est coupé de la dimension sécure. On est complètement fermé dans des étiquettes. Ah oui, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Et, et ce bug cérébral nous joue des tours tout le temps. Donc, comprendre qu'il y a un autre point de vue sur l'existence, une autre manière de vivre, toute simple, mais une autre manière, c'est quelque chose que vous transmettez. C'est ça la formation que Martin va présenter dans quelques minutes. Elle vise à montrer comment transmettre ça, mais ce qu'il s'agit de transmettre, c'est très important. C'est un état de présence, c'est un état de confiance, et c'est pas une technique. Et au fond, tu vois, moi, je pense que dans tout, partout, le problème, c'est quand on veut ramener les choses à une technique. Je parlais et je déjeunais hier avec un de mes amis, qui est aussi un des auteurs, qui est un des plus grands négociateurs, qui a travaillé pour l'État, pour négocier avec des terroristes au plus haut niveau. Et il me disait, le problème majeur dans mon travail de négocier au plus haut niveau, c'est dès que les gens croient qu'il y a une méthode, un protocole, c'est foutu. Parce qu'ils ne sont plus dans la relation, ils comprennent plus ce qui se passe et ils vont manquer l'occasion de pouvoir retourner la situation, de pouvoir renverser la situation, de pouvoir mettre à mal. Donc j'étais étonné, je dis, ah, il n'y a pas que la méditation, il faut se méfier des protocoles. Et c'est ma critique, mais je pense que vous le savez, avec l'approche de MBCT de la pleine conscience qui s'est centré sur le protocole. Moi, je crois que c'est pas du tout une bonne idée, que le protocole enferme, parce que la pratique, c'est une transmission vivante. Et ce qu'on va vous enseigner, on va vous donner plein de bases, mais on veut que vous puissiez
entrer en relation pour de bon. Et je crois qu'un protocole empêche d'entrer en relation pour de bon. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je vous donne la cohérence de ma vision, après chacun la sienne. On a tous nos points aveugles, mais au moins on a une cohérence, et voilà la cohérence. Et ce qui fait la transition avec la question que j'ai posée à Martin, parce que c'est lui qui connaît, euh, il y a plein de publics différents auxquels on peut transmettre la méditation, donc il va vous présenter. Et, et ça, c'est ma conviction en ayant parlé à plein de gens qu'on a formés au fur et à mesure des années. Quelqu'un qui se forme et qui est prof de géographie et qui va faire méditer ses élèves un petit peu avant le cours ne va pas du tout parler de la même manière et de le faire de la même manière que quelqu'un qui enseigne la méditation dans un EHPAD, où nous avons tout un programme dans les EHPAD pour aider à transmettre la méditation, de quelqu'un qui le fait dans son cabinet de thérapeute et qui intègre la méditation à son travail thérapeutique, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment fondamental qu'on comprenne une expérience, qu'on transmet cette expérience, voilà, ce mélange, cette approche entre foutez-vous la paix, rencontrer son expérience, trouver la dimension sécure. Et là, il y a des publics, c'est plutôt cet accent-là qui va leur faire du bien, d'autres cet accent-là, et vous adresser à quelqu'un, et moi, ma conviction, c'est que la méditation, c'est d'abord un travail relationnel, et ce qu'on apprend, c'est un travail relationnel. Je ne crois pas du tout que les gens ont l'impression que méditer, c'est un travail d'introspection, ou quelqu'un qui vous parle. Et alors, les gens disent quoi, il vaut mieux le pratiquer si tout seul. Non, la méditation, c'est un travail, c'est une expérience relationnelle. Même si je pratique tout seul, je suis ouvert au monde et j'ai reçu la méditation de quelqu'un. Ça continue, je continue à être lié, et je crois que ça, c'est central, et c'est ça qui est le cœur, pour moi, de la formation et de comment la méditation peut être bienfaisante pour les gens. Alors, Martin, je sais que tu as un peu essayé. Alors là, on n'a pas fini parce on essaye de noter tous les gens qui ont fait la formation avec nous, quel type de métier ils ont. Est-ce que tu veux un peu dire à qui ça s'adresse de ce point de vue-là? Oui, donc depuis 5 ans que cette formation existe, on a formé à peu près 2300 personnes, donc ça nous fait un beau panel justement pour voir quels sont les métiers et surtout quels sont les besoins des personnes qui ont fait la formation et du coup comment ça les a aidés. Donc, alors les statistiques même très précises que je peux vous donner, c'est qu'on a 34% des personnes qui ont fait la formation qui travaillent dans le monde du soin. Donc ça, mais déjà là, c'est assez large puisque ça peut être des infirmières, des infirmiers, des médecins, des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des aides-soignants également. Et aussi des personnes qui sont des aidants, donc qui ont des proches dans leur famille en souffrance et qui se forment en tant qu'aidants pour pouvoir les accompagner. On a ensuite 27% des personnes qui ont fait la formation qui, elles, venaient plutôt du monde de l'éducation et de l'enseignement. Donc là, surtout des professeurs, alors à certains à l'université, mais beaucoup en école primaire, au collège. Et puis, on a 22% de personnes qui sont dans le monde de l'entreprise, alors soit euh, au sein des entreprises, donc dans les pôles enfin, ressources humaines, on appelle ça, mais bon. Ou alors des personnes qui sont coachs ou consultants et qui accompagnent des organisations dans leur transformation. Voilà, donc ça c'est un premier panel. Et puis le reste, bah, là c'est des personnes qui soit sont en reconversion, donc veulent changer un peu de métier et veulent trouver un espace pour faire ce travail de changement de carrière, ou des étudiants ou des retraités. Mais ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que dans tous ces profils-là, il y a vraiment des besoins multiples. Enfin, Fabrice, tu l'as déjà un peu évoqué, mais certaines personnes transmettent déjà la méditation. C'est peut-être le cas de certaines et certains d'entre vous. Et là, vous voulez juste avoir déjà plus de bagages, de compréhension théorique, de connaissance de la pratique. Notamment, c'était les besoins qui reviennent pour pouvoir répondre aux questions qu'on leur pose lors des séances. Donc ça peut être un premier besoin fort. Un autre, et là c'est surtout pour les milieux hospitaliers ou dans les écoles, c'est pas forcément pour proposer des ateliers de méditation formels, parce que ça peut faire peur, parce que c'est pas toujours le cadre institutionnel qui est propice à ça, mais pour voir comment trouver des petits exercices, des petits moments, des petites pauses, pour qu'il y ait retrouver de l'écoute, retrouver du respect, retrouver du soin, du lien
Donc, c'était voilà, comment se former pour connaître ces manières de faire plus habiles. Et puis d'autres personnes, beaucoup aussi, qui n'ont pas forcément de projet précis de transmettre la pratique, mais veulent déjà se former sérieusement sur un an avec voilà, tout un programme. Et pour beaucoup aussi pour changer de regard sur leur métier, sur leur vie, sur leur manière de travailler et d'être en relation. Donc voilà un petit panel de ce qu'on a pu constater dans les personnes conformes. Donc, merci. Voilà, donc on voit que ça parle à plein de gens et que plein de gens l'ont adopté, adapté. Je crois que on pourrait dire qu'il y a, quand nous, voilà, notre idée de, de, de fond, c'est qu'il y a une triple fonction de la formation, qui répond déjà à quelques-unes des questions que j'ai pu voir. Voilà, quelqu'un demandait qu'est-ce qui fait qu'on est compétent pour transmettre. Je crois que on est compétent pour transmettre. C'est pour ça qu'il y a trois fonctions pour répondre à ça. La première, c'est d'intégrer la méditation et de voir comment cela nous transforme. Ça, c'est fondamental. Transmettre la méditation, puisque c'est pas une technique, c'est une expérience de quelque chose qu'on a vécu. Et euh, vous savez peut-être que donc une des personnes qui a joué un rôle clé dans la transmission de la pratique de la méditation dans le monde, c'est John Kabat-Zinn. Il y avait des psychiatres qui avaient vu ce qu'il avait fait et qui avaient décidé d'utiliser la méditation pour aider les gens qui avaient des dépressions, de voir si ça pouvait les aider. Et ils font, et ça ne marche absolument pas. Mais alors pas du tout. Alors ils ont retourné voir John Kabat-Zinn et ils ont dit, bah, ça marche pas du tout votre truc. Et John Kabat-Zinn leur a dit, mais est-ce que vous pratiquez vous-même? Ben non, mais on suit très très à la lettre ce que vous avez dit. Il dit, ben non, ça ne marche pas. Pratiquez pendant un an et après vous pourrez transmettre. Ce qui me permet de souligner que John Kabat-Zinn n'est pas du tout dans l'esprit du protocole comme on tend à le faire. J'en ai souvent parlé avec lui du reste. Et donc, c'est parce que les gens avaient... Et alors, ils ont pratiqué un an, ils ont refait le même exercice, et là, ils ont eu les résultats qui sont très connus aujourd'hui, que la méditation permet d'éviter la rechute de la dépression de 50%, mieux que tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, et je crois que c'est le premier grand axe, c'est qu'on va vous faire entrer vous-même dans la pratique de la méditation. Et on sait qu'il y a des gens qui font cette formation, pas parce qu'ils veulent transmettre la méditation, mais ils veulent quelque chose de structuré pour entrer dans la méditation. Voilà, donc en un an, ils vont vraiment maîtriser ce qu'est la pratique, les points de repère pour entrer dans la pratique de la méditation. Donc le premier point, intégrer la méditation, sentir comment elle nous transforme, c'est ça qui fait que vous êtes légitime pour la transmettre. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. C'est pour ça que je dis la méditation, c'est pas une technique. Donc on va vous faire un examen et dire ah oui, lui, non. C'est quelque chose, au fond, on sent, ah ouais, là j'ai confiance dans la pratique, j'ai fait l'expérience, je peux me foutre la paix, je comprends mieux mon esprit, et là je peux y aller. Deuxième axe de la formation, c'est savoir transmettre la méditation. Donc, on va vous montrer comment transmettre la méditation à différents publics. Martin vous le présentera, mais vous allez rencontrer des spécialistes de différents domaines et voir comment eux transmettent la méditation. Donc, il y a des gens qui se demandent, voilà, est-ce qu'on peut quelqu'un demande, est-ce qu'on peut transmettre la méditation aux handicapés? Alors, je ne sais pas si c'était physique ou mentaux, mais vous aurez un psychiatre qui va venir vous parler de comment elle transmet la pratique de la méditation à l'hôpital. Qu'est-ce que ça implique? Donc, vous aurez des témoignages, enfin, plus que des témoignages, donc qui vont vous parler de leur expérience et vous donner des conseils de comment faire pour vous aider à voir comment transmettre la méditation en voyant les spécificités selon les publics, les demandes, les situations. Troisièmement, changer le rapport à votre propre métier. Et ça, c'est vraiment central. Et c'est souvent pas peut-être la motivation première qui entraîne les gens à venir faire euh, la formation à la méditation, mais le nombre de thérapeutes qui racontent qu'après la formation à la méditation, leur métier a complètement changé, leur manière d'écouter, leur manière de parler s'est transformée parce qu'on change de posture, parce qu'ils apprennent mieux à se foutre la paix, à écouter, à avoir moins peur de l'expérience. Et donc, on a voilà, c'est souvent les mêmes les messages,
les plus émouvants que nous avons euh, de gens dont leur vie a été transformée. Euh, voilà, maintenant peut-être, Martin, tu peux présenter le cursus, expliquer ce qu'on présente. Ouais, merci Fabrice. Donc voilà, pour compléter ce qu'a dit Fabrice et rebondir dessus, ce qu'on veut vraiment vous transmettre dans cette année, bah, c'est voilà, vous faire vivre la pratique. Et donc l'école réseau qui organise la formation, dont Fabrice va en reparler ensuite, elle existe depuis bientôt 20 ans. Et voilà, on a beaucoup de retours d'expérience sur de quoi on a besoin pour transmettre, pour maîtriser ce que c'est que transmettre la méditation et surtout pour devenir autonome. Et ça, voilà, on l'a dit, mais il faut le redire, on ne va pas vous donner des protocoles à connaître par cœur, mais vous aider à trouver votre propre autonomie dans la transmission de la pratique, dans ce qui fait sens pour vous, dans vos propres mots, dans votre propre expérience. Et donc, c'est vous donner confiance dans votre propre expérience. Ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on va vous donner dans cette année. Et donc, pour faire ça, on a réfléchi, et ça, c'est tout le travail de Fabrice et donc cette expérience. Et puis, on améliore chaque année un petit peu les formations. Et le première chose dont on a besoin pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être autonome et vraiment connaître intimement la pratique, bah, c'est déjà de comprendre. C'est tout simple, mais comprendre qu'est-ce que la pratique de la méditation. Alors, on en a parlé un peu ce soir, mais là, en un an, on a 3 cours qui viennent nous aider à comprendre très précisément qu'est-ce que la pratique, sur quoi elle s'appuie, d'où est-ce qu'elle vient, comment elle agit en nous, comment elle peut nous aider à faire face à nos difficultés, comment est-ce qu'elle peut nous aider à revenir à l'essentiel. Et tout ça, ça peut être des termes, des concepts, mais là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'expérience à chaque fois. Donc, c'est à la fois des enseignements, mais aussi des exercices qui nous aident à chaque fois, qui donnent un exemple concret de comment on peut le vivre. Euh, il y a aussi tout un cours sur qu'est-ce que c'est que justement transmettre et le faire avec une certaine éthique, puisque voilà, il y a une question relationnelle, il y a une question de transmettre quelque chose qui nous place au cœur de notre vie. Donc cette dimension éthique, elle est aussi très très importante. Donc pour cela, on a voilà 3 cours en ligne qui sont préenregistrés, que vous suivez à votre rythme avec des questions pour vous aider à bien les assimiler et qui vont structurer comme ça déjà votre apprentissage, on peut dire plus théorique, entre guillemets, parce que on rentre déjà tout de suite dans la pratique. Mais pour comprendre, il faut donc faire un pas de plus. Et ça, c'est le deuxième volet pédagogique, c'est de voir concrètement bah, comment ça marche la pratique. Et pour ça, on a des ateliers en ligne, en visioconférence, en direct, où là, c'est différents enseignants de la formation qui viennent vraiment vous transmettre les 5 pratiques de base qu'on fait dans Réseau, qui sont, voilà, qui chacune viennent accentuer un visage de la pratique de la méditation. Donc là, c'est des ateliers en ligne où vous faites la pratique, on vous guide dans la pratique. Et ensuite, vous pouvez poser toutes vos questions sur la pratique et entendre aussi comment ça parle pour les autres. Et en plus de cela, on a un second cours, pareil, en visioconférence, en direct, qui est là donné donc par les 5 enseignants de la formation et qui chacun ont un profil spécifique et viennent vous montrer comment eux ont fait pour adapter la pratique, la rendre vivante dans un cadre qui leur est propre. Donc par exemple, on a Mathieu qui lui à la fois transmet auprès de jeunes, d'adolescent. Donc, il a une longue expérience d'animateur, de formateur auprès des jeunes en difficulté. Et puis, il est aussi préparateur mental pour les sportifs de haut niveau et aussi les jeunes. Donc là, l'idée, c'est pas que vous deveniez tous des préparateurs mentaux pour les sportifs, mais que vous puissiez voir comment il a repensé la pratique à partir de son expérience, mais pour s'adresser à ce public qui a des besoins très spécifiques. Donc comment la pratique l'a aidé à entendre les besoins de ce public et comment il a trouvé des manières de présenter la méditation à ces jeunes pour que ça les aide avec leurs besoins à eux. Et donc voilà, ça fait juste, ce cours-là est complètement passionnant. Mais il y a aussi Thomas Gusato qui est
qui est chef d'entreprise et qui accompagne de nombreux chefs d'entreprise et qui travaille dans les organisations pour les aider à se transformer, à mieux travailler en équipe. Et donc voilà, il a une grande expérience de ce monde-là. Et là, pareil, il vient expliquer comment lui, soit a pu transmettre formellement la pratique dans des ateliers quand c'est possible, soit comment la pratique l'aide à mieux travailler. Et donc voilà, à chaque fois, c'est trouver cette intelligence-là qu'on vous aide à voir. Euh, je passe un peu rapidement, mais on a aussi Patricia, donc qui est psychiatre en hôpital, et là qui explique comment elle fait des ateliers avec les soignants et aussi avec les patients, parfois mélangés, et ça donne des expériences extraordinaires. Et là, sans forcément parler de méditation, mais comment elle a pensé un cadre spécifique au milieu hospitalier, qui est très particulier, pour que ce soit possible de passer une heure ensemble où on pratique, on revient à l'essentiel, même si on est malade, même si on a des difficultés, etc. On a aussi Sylvie et Philippe qui, eux, sont responsables du programme sur offrir la méditation aux personnes âgées. Et donc là, pareil, ils viennent vous expliquer, à partir de leur expérience de plusieurs années à transmettre bénévolement dans des EHPAD, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour trouver là aussi un cadre juste. Donc voilà, je vous donne un peu quelques exemples, mais en fait, c'est à chaque fois comment vous aider à trouver votre propre manière de faire à partir de ces exemples-là, et vous pourrez piocher comme ça et voir qu'est-ce qui vous parle. Et puis, mais c'est pas tout, c'est que presque le début, puisque on a encore besoin de faire un pas de plus pour rentrer dans l'expérience de la pratique. Et ce pas de plus, c'est le point peut-être encore plus clé de l'année, c'est le stage de 5 jours en présentiel cette fois-ci. Là, on ne sait plus en ligne, on se retrouve en France. Il y a plusieurs lieux, plusieurs dates qui vous sont proposées. Vous choisissez un créneau qui vous va, 5 jours. Et là, c'est un moment extraordinaire parce qu'on se consacre à la pratique. C'est plus juste un truc qu'on fait chez soi le soir quand on peut. Là, vraiment, on fait le pas de s'y consacrer. Mais on le fait en étant complètement encadré, avec un cadre voilà, très chaleureux, très humain, à la fois très structuré, mais qui donne aussi beaucoup d'espace avec des moments où on peut être seul, tranquille, se promener, des moments où on est en groupe, en atelier, on peut poser des questions, on peut échanger. C'est très vivant, ça bouge tout le temps, et en même temps, on a juste le temps, l'espace j'allais dire, d'être imbibé par la pratique, de la rencontrer et qu'elle commence à nous concerner personnellement, que ce soit pas juste un truc qu'on apprend, voilà, un peu abstraitement, mais là, on le rencontre, on voit, bah, ah tiens, aujourd'hui il se passe ça, alors qu'hier il se passait ça. Et c'est à partir de là que ça devient votre pratique, ça devient intime. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut transmettre et qui nous tient à cœur. Et on a formé des milliers de personnes avec ces stages. Donc là, vous voyez en direct qu'est-ce que c'est une transmission de méditation. Donc vous le voyez pour vous et pour les autres. Donc c'est tout à fait passionnant. Et puis encore un autre format pour compléter tout ça, c'est les groupes de méditation en ligne. Donc là, qui ont lieu aussi tout au long de l'année. Vous choisissez un créneau qui vous va dans la semaine, et puis vous allez garder ce créneau-là au début toutes les semaines, après toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, on vous propose un enseignement en amont et avec un thème spécifique. Et puis, pendant la séance, en ligne, vous vous retrouvez avec le petit groupe, un enseignant qui est là, qui anime le groupe tout au long de l'année et qui guide une pratique. Donc là, pareil, vous allez vivre la pratique pour vous, mais en même temps voir comment elle est guidée. Donc c'est d'autres exemples à chaque fois qui enrichissent. Et puis surtout, le but de ces groupes, c'est de vous aider ensuite à échanger, à parler entre vous pour trouver vos propres mots. Et ça, c'est un point clé qu'on transmet, c'est encore une fois, comment s'approprier la pratique et réussir à parler de notre expérience. Et ça, c'est un savoir clé parce que ensuite, quand vous le transmettrez vous-même dans vos groupes à vous, il faudra trouver vos propres mots pour parler de votre expérience. Parce que si on parle théoriquement, ça marche pas. Il faut parler de ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vécu, ce qui nous a touché, nous a transformé. Et c'est ça qui fait qu'il y a un lien, c'est ça qui fait qu'il y a cette dimension relationnelle dont parlait Fabrice. Et c'est ça qui fait qu'il y a une transmission possible. Donc vous voyez, voilà, c'est toute une structure. Là, j'étais un peu vite, vous en faites pas. Il y a un site où on présente tout, où on peut répondre à vos questions, même s'appeler après si besoin, pour que vous ayez tout bien compris. Mais c'est pour vous montrer, voilà, cette cohérence qui vous rendra autonome et vous rendra aussi intime avec la pratique de la méditation, avec toutes ces bases sur une année. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire du programme. Ben, merci beaucoup, Martin. Oui, c'est assez structuré.
Voilà, quand on écoute dans les là, c'est beaucoup de choses, mais en fait, c'est assez structuré. Voilà, il y a une partie où vous apprenez des choses, il y a une partie où vous voyez des gens sur le terrain, vous faites l'expérience du stage. Donc voilà, c'est assez bien structuré et ça répond un peu à la question que posait Hélène. Voilà, est-ce qu'un an de formation est suffisant? Je médite depuis près de 10 ans, je me sens toujours pas légitime à transmettre, ayant l'impression que j'ai besoin de maturer davantage. Donc nous, on a essayé dans cette année que ce soit vraiment structuré, que vous ayez plein de points de repère qui permettent, à mon avis, de pouvoir sauter le pas. Voilà, parce que sinon, bien sûr, on ne se sent jamais à la hauteur. Et le monde a besoin de gens qui puissent transmettre la méditation. Après, je vous dis, après, chacun a maturé à sa propre manière. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que les gens n'osent pas transmettre parce qu'ils vivent une expérience, mais ils ne savent pas la mettre, comme le disait Martin, la mettre en mots et savoir, voilà, savoir l'or- l'organiser, savoir répondre aux questions, etc. Ce que nous essayons de faire. Alors, pour qui est la formation? Je crois que cette formation, elle est vraiment dédiée aux gens qui veulent s'engager dans la pratique pour de bon. Euh, si les gens veulent juste avoir voilà, une corde de plus à leur arc avec des techniques de méditation, c'est pas du tout adapté parce que c'est vraiment une expérience qu'on vous invite à vivre. C'est d'abord une expérience, une transformation. Donc je crois que ça demande quand même une certaine, voilà, une certaine motivation. C'est pas difficile en termes de temps, mais ça demande d'être prêt à faire cette expérience-là. Donc je dirais, voilà, à qui ça s'adresse. Alors, je proposais de répondre aux questions, mais que j'ai l'impression qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Il y a la question de Françoise, comment peut-on faire quand on ne peut plus voyager? Malheureusement, pour l'instant, tout est en ligne, sauf le stage, et nous ne pouvons pas faire cette formation sans que les gens viennent faire un stage. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver qu'est-ce que pourrait être l'équivalent, parce que comme Martin l'a très bien dit, le stage, moi, je voudrais que les gens qui soient formés au sein de réseau, après, ils aient vraiment vécu l'expérience de la méditation intensément et ils ont vu les autres personnes et voir les obstacles et les difficultés que les autres personnes ont. Dans un stage, c'est absolument stupéfiant. Vous voyez les gens avec toutes leurs difficultés, qui sont les gens que vous rencontrerez, et vous voyez comment leur difficulté est dépassée par la méditation et c'est ça qui vous donne confiance. Je crois que ça, c'est vraiment central. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que là, c'est le moment. On peut répondre à peu près à toutes les questions. Euh, et il y a il y a le cours commence en janvier. Et oui, il y a une formation sur l'année entière, donc on ne peut commencer qu'en janvier. Avez-vous des formations pour découvrir la méditation avant de pouvoir la transmettre? Bien sûr. Alors là, c'est le dernier point dont je voulais parler. Je vais en parler maintenant, puis il y a d'autres questions, j'y répondrai. Réseau est une communauté de méditants. Nous sommes plus de 2000 méditants et nous organisons des cours en ligne, des stages. Et donc, vous avez plein de possibilités de découvrir la méditation au sein de réseau sans faire forcément cette formation. Donc, ça, c'est bien sûr, et on vous enverra tous ceux qui sont inscrits, à la fois les liens pour faire la formation et les liens sur le site pour pouvoir voir toutes les activités que l'on peut faire. Euh, Quelqu'un demande, on peut faire uniquement une année de formation, est-ce que c'est recommandé même si on ne va pas au bout des 3 ans? Alors, euh, la formation, on l'a structurée en 3 ans, mais vous ne pouvez faire que la première année. La première année a une autonomie en elle-même, elle vous permet vraiment d'apprendre les bases de la pratique de la méditation. Il y a plein de gens qui, avec ça, peuvent la transmettre, mais la deuxième année est centrée sur des pratiques de bienveillance, d'autocompassion, qui sont extrêmement aidantes, de plus en plus employées cliniquement. Donc c'est tout ainsi qu'on transmet. Et la troisième année, pour les gens qui ont vraiment cette expérience, là on fait beaucoup, beaucoup d'exercices
on vous pousse à transmettre la méditation dans un cursus en binôme. Vous faites participer plein de groupes là. Voilà. Donc, il y a 3 ans qui est vraiment bien structuré. On est heureux si vous faites les 3 ans, mais vous pouvez faire que la première année ou que les 2 premières années, ce serait bien. Après, il y a une très bonne question, c'est quand on se sent prêt, est-on libre de transmettre selon nos qualités ou bien on doit suivre les mêmes que Fabrice Midal sans déroger? Ah non, vous faites ce que vous voulez. Moi, je donne. Voilà, comme dans Réseau, je suis bénévole. Ce soir, je suis bénévole. Moi, je ne touche absolument aucun centime de ce que je fais dans Réseau. C'est aussi, peut-être, Martin pourrait dire 2 mots sur le prix qui, évidemment, ça représente une certaine somme, mais ça correspond absolument à aucune formation professionnelle parce que tout le monde et tous les enseignants sont bénévoles dans le réseau. Donc, évidemment, il y a l'essentiel du coût de la formation, c'est le stage, puisque voilà, on a les frais de nourriture, d'hébergement, etc. Mais nous faisons ça parce que nous pensons que ça aide le monde et qu'on est content de faire ça. Et donc moi, vous faites après ce que vous voulez. Je vous le donne, je vous fais confiance. Toute la formation, c'est de vous faire confiance et pas d'instituer quelque chose, voilà, de protocolaire, voilà, ce qui existe souvent. Donc voilà la réponse pour Céline. Tu veux que je dise un mot sur le prix et sur l'inscription, Fabrice? Euh, oui, 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 Tu bien sûr, veux- c'est bien si tu. Oui, donc juste pour vous expliquer, le prix de la première année de formation, c'est donc 940 euros, qui inclut en fait les 2 tiers de ce prix-là, c'est le stage, en effet en résidentiel, donc c'est l'hébergement, pension complète. Et le reste, c'est pour en fait payer la plateforme sur laquelle on héberge toutes les vidéos et voilà, toute la dimension technique pour que ça ait lieu en ligne. Et puis Mais on a aussi, tous les enseignants sont bénévoles, mais on a quand même une voilà, équipe qui s'occupe de tout l'aspect administratif qu'on doit payer. c'est ça. Et puis, euh, voilà. Et en plus de cela, enfin, pour pouvoir faire la formation, ça c'est aussi une obligation légale en tant qu'association. On ne peut faire des activités que pour nos membres. Mais c'est aussi un sens profond. Voilà, c'est de être membre de l'association, c'est-à-dire voilà, rentrer dans, c'est pas juste venir consommer quelque chose, mais c'est aussi rejoindre une communauté qui, alors communauté, il faut l'entendre au sens très très ouvert, mais juste voilà, qu'on pratique à plusieurs, qu'on partage la pratique à plusieurs. Et donc l'association, il y a une adhésion de 30 euros par mois euh, nécessaires pour faire la formation et qui vous donne accès ensuite à toutes les autres activités proposées aux membres de réseau. Donc plusieurs soirées par semaine en ligne de pratique, des cours en ligne tout au long de l'année, une application de bibliothèque de méditation guidée que vous pouvez retrouver en plus avec tous les enseignements enregistrés depuis 20 ans d'existence. Donc voilà, de quoi faire et de quoi explorer encore plus pour nourrir votre pratique. Combien de temps il faut consacrer par semaine juste à la formation? Après, on va parler de Oui. l'engagement à méditer, mais la formation, entre les cours et les exercices qu'on fait, sans parler du stage, combien de temps c'est en moyenne par semaine sur l'année? Ouais, c'est à peu près 2 3 heures par semaine. Le temps enfin, voilà, de suivre les cours, de pouvoir prendre ses notes, de pouvoir les relire et de faire les exercices de méditation guidée et de pouvoir les refaire régulièrement. Donc c'est à peu près voilà, 2 3 heures et ça permet de dire aussi que les différents cours, etc., sont échelonnés sur l'année. Donc c'est pas tout d'un coup, vous devez tout digérer. Non, c'est vraiment progressif. Ça vous laisse le temps à chaque fois d'assimiler puis pour passer à une autre pratique ou à une autre étape. Donc voilà. Donc si à un moment vous êtes un petit peu, pour X ou Y raison, vous avez moins de temps à y consacrer, vous pouvez rattraper ensuite et ça, il y a pas de souci. Et faire Tout est enregistré, vous pouvez tout retrouver en ligne, même quand vous n'êtes pas présent pour un direct, c'est toujours enregistré et disponible dès le lendemain. Les soirées en direct ont lieu, toutes les séances en direct ont lieu toujours le soir à 21 heures en semaine. Donc voilà, on fait au maximum pour que vous puissiez y assister, mais si jamais c'est enregistré, vous le retrouvez dès le lendemain. Ok, une question de Vanessa. Quand a lieu le stage? Il y a plein de dates de stage. Donc vous pouvez choisir la date que vous voulez.
Il y en a à peu près un tous les 2 mois C'est ça. et Ouais. il y en a à peu près 6 par an. Donc, c'est assez. Voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Oui. Sinon, Il on peut y avait une continuer. question sur les années 2 et 3. Tu veux qu'on en dise un petit mot? Moi, je pense que ça va. Il y a déjà tellement d'informations. Moi, Oui. j'ai Tout peur que. est sur le site. Oui. Ouais, tout est sur le site. Je l'ai dit, la deuxième année, c'est la bienveillance. La troisième année, c'est vraiment un travail très. Vous êtes souvent en binôme pour euh, vous exercer. Voilà, on vous pousse dans le bain. Et le stage se fait de préférence en année, comme vous voulez. Tout est possible. T'as une recommandation, Martin, de l'expérience? Est-ce que les gens préfèrent faire le début? Est-ce que Ben, c'est j'aimerais bien, mais mieux? non, parce que j'ai les deux, j'ai les deux retours des gens qui l'ont fait plutôt au début et qui étaient très contents parce que ça les a lancés dans la formation, ça leur a mis ça les a mis dans le bain tout de suite. Et puis d'autres qui, voilà, pour d'autres raisons, n'ont pu le faire qu'à la fin et c'est venu comme couronner toute l'expérience qu'ils ont eue dans l'année. Donc là, c'est plutôt, je dirais, il faut choisir en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Euh, mais si vous pouvez le faire au début et commencer directement avec, là, c'est encore mieux. Bon, voilà. Bah, écoutez, oui, les cours sont à des. Donc, il y a une partie des cours, demande Marie, sont à des dates précises. Il y a une partie des cours qui est enregistrée. Vous faites comme vous voulez. Et puis, ce qu'on a parlé, la rencontre avec des différents professionnels dans différents métiers qui vous montrent comment ils transmettent la méditation, ça a lieu à des heures fixes. Vous pouvez évidemment regarder que le replay, et vous pouvez aussi, du coup, y accéder en direct et donc poser vos questions, échanger, et ça rend les choses assez vivantes. La formation n'est pas éligible au CPF. Il lui reste, vous voyez bien le prix que nous avons, ça n'a aucun rapport avec une formation, puisque c'est juste quelques centaines d'euros. Comme Martin l'a dit, vous payez un peu le stage, donc l'hébergement et la nourriture, mais la formation, en fait, c'est quelques centaines d'euros. Enfin, au fond, c'est un peu un don que nous faisons. Donc, ça rentre pas dans ce cadre. Et la date limite d'inscription, il faut s'inscrire C'est mieux de le faire. Le démarrage, c'est le 14 janvier. Donc, si vous vers pouvez maintenant. vous inscrire maintenant, c'est mieux pour pouvoir commencer avec tout le groupe. Et sur le site, vous verrez, si vous avez, vous pouvez nous écrire, il y a une adresse si vous avez de plus amples questions, et également même prendre des rendez-vous téléphoniques avec moi ou d'autres membres de l'équipe pour qu'on puisse, voilà, si vous avez des questions plus spécifiques ou envie de partager votre projet, on peut aussi bien sûr prendre le temps et vous écouter et répondre à vos besoins. Donc, Tu sais combien de pourcents de personnes arrêtent la formation? De ceux qui l'ont fait au début, qui vont pas jusqu'au bout? ah, en cours d'année, ça Oui, c'est, très peu, hein. ah, mais c'est une ou mais il y a des années zéro, donc c'est une ou parfois C'est une très ou deux rare. personnes, c'est très très rare parce que après il y a des gens qui parfois doivent faire nous écrivent parce qu'ils ont un problème personnel, ils doivent faire une pause, mais comme c'est important de le dire, tout ce qui est enregistré est accessible pendant 3 ans. Donc même si vous avez l'impression de ne pas avoir bien tout étudié en un an, vous pouvez y revenir ensuite. Donc vraiment c'est pensé pour que vous puissiez suivre à votre rythme. Donc ouais. Oui, parce que comme on l'a dit, il y a des personnes qui vont voir peut-être qu'elles se sentent pas prêtes tout de suite de le transmettre. Et la clarté de la formation, la manière dont ça ancre dans la pratique, fait que les gens continuent. Donc oui, on a quasiment personne qui arrête en cours de route. Mm. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'être là. C'est quand même extraordinaire de pouvoir transmettre la méditation. Il faut vraiment insister. Je voudrais vraiment conclure là-dessus. C'est fou comme ça peut changer une vie. Le nombre de gens qui, grâce à la méditation, retrouvent le chemin de leur cœur, le chemin de la vie, le chemin d'une forme d'espérance partout. Euh, et pour vous donner des exemples, parce que quelqu'un disait oui, mais qu'elle va pas bientôt partir à la retraite et qu'elle se demande comment faire. Aujourd'hui, pour la première fois, dans l'immeuble où on est, il y a une petite salle. Et comme les gens voyaient qu'on faisait de la méditation, ils nous ont demandé est-ce qu'on ne peut pas faire de la méditation? Donc, on a proposé la méditation à tous les voisins qui voulaient venir. On s'est dit à personne qui viendra.
au milieu de l'après-midi, on a proposé ça et il y avait plus de 15 personnes qui sont venues et qui étaient complètement enthousiastes. On ne soupçonne pas euh, le fait que partout les gens sont isolés euh, et qu'offrir la pratique de la méditation, c'est vraiment, ça peut vraiment changer une vie. Les gens en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin de cette présence, de cette attention, de cette bonté que la méditation offre, non pas comme une théorie, mais comme une expérience. Et donc, oui, c'est vraiment, ça aide énormément les gens. Et je crois qu'il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour que le monde ne se défasse pas, pour que le monde ne sombre pas, et que offrir la méditation, c'est vraiment quelque chose extraordinaire. Euh, et, et oui, et donc je ne peux que souhaiter que vous soyez nombreux à vouloir suivre cette formation et à vouloir la transmettre, à vouloir aider. Et vous verrez, beaucoup de gens qui font la formation sont étonnés des endroits où ils vont transmettre la méditation après, qui se rendent compte que tel endroit en a besoin, la mairie en a besoin. Enfin, les gens nous racontent des histoires tout à fait étonnantes. Il faudrait un jour rassembler, Martin, toutes les histoires, parce qu'en fait, ça aide énormément partout. Eh bien, je vous embrasse tous et je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice, merci à vous. On vous envoie bien sûr le replay, il y avait beaucoup de questions, le replay et le lien pour consulter toutes ces informations. On sera très heureux de vous retrouver le 14 janvier. Au revoir à tout le monde et à bientôt.